Dans une semaine débutera la 23e édition de la Coupe du Monde de football. Pour nos spectateurs qui détestent ce sport et voudraient déjà zapper l'émission, pas de panique, on ne parlera pas de la défaite de l'équipe de France contre la Côte d'Ivoire ou de si l'Argentine conservera son titre ou non. Non, si vous êtes habitué de l'émission, vous vous doutez bien qu'on va surtout parler de ce que Donald Trump en fera de cette Coupe du Monde. Entre des billets et des hôtels hors de prix, une ICE, sa police de l'immigration complètement déchaînée, le contexte diplomatique avec l'Iran, équipe participante, ou avec le Canada et le Mexique, co-organisateurs, tout porte à craindre que Donald Trump bordélise ce mondial. Pendant ce temps, Zoran Mamdani et l'aile gauche du Parti démocrate aussi utilisent le mondial et les NBA Finals qui se déroulent en ce moment même entre les New York Knicks et les San Antonio Spurs du français Victor Wembanyama pour faire leur com et toucher un électorat jeune, racisé et progressiste. Un parti qui, peut-être, continue sa mue socialiste avec d'autres personnages qui continuent de grimper et qui pourraient tirer leur épingle du jeu aux prochaines élections de mi-mandat. Voilà pour les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous, installez-vous bien confortablement, il est désormais l'heure d'aller faire un tour du côté de chez Sam. Alors j'aimerais qu'on commence tous les deux, si vous le voulez bien, par cette Coupe du Monde qui commence quand même dans une semaine seulement. Elle est organisée aux États-Unis dans un contexte de tension diplomatique assez important, déjà avec l'Iran, dont l'équipe peinait à obtenir ses visas quand même, et qui sera accueillie par le Mexique. À la base, elle devait être accueillie par les États-Unis. Mais aussi justement des tensions diplomatiques entre les US et le Mexique et le Canada. On a vu ça déjà dès le début du mandat de Donald Trump. Alors Claire, je me tourne d'abord vers toi parce que c'est un petit peu ta spécialité, le sport en plus, donc enfin sport et politique. Donc selon toi, est-ce qu'on doit craindre que, au-delà du fait que Donald Trump va effectivement faire de ce mondial une vitrine, est-ce que Donald Trump va potentiellement bordéliser cette Coupe du Monde? Alors, rien n'est moins sûr en fait. Ce qui est là, c'est vraiment l'imprévisibilité de Trump dans toute sa splendeur. Parce que oui, on a encore beaucoup les articles en ce moment et les commentaires sur la politisation de la Coupe du Monde. Bon, la Coupe du Monde est politique, c'est quelque chose qu'il faut toujours rappeler, puisque voilà, on va pas s'éterniser sur le fait que c'est un outil politique. Ça l'est, le foot l'est en l'occurrence. Ouais. Ce qui est intéressant avec Trump, c'est que c'est pas un fan de football, on le sait. C'est quelqu'un, et par contre, on va pouvoir y revenir, c'est un des présidents qui est le plus présent sur la scène sportive des États-Unis, ce qui n'est normalement pas le cas pour les présidents. Et là, c'est le premier à avoir assisté à la finale du Super Bowl. Il a été partout présent, et notamment à la Coupe du Monde des clubs l'année dernière. En se mettant bien sur la photo avec Chelsea quand ils ont gagné contre tout ordre protocolaire. Donc, pour te répondre, il peut la bordéliser. Pourquoi ? Parce que, ou il ne peut ne pas la bordéliser d'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme il n'est pas vraiment fan de foot, on ne sait pas ce qu'il va en faire. Il ne porte pas un intérêt particulier au foot et aux résultats. Donc, il ne va pas protéger la Coupe du Monde en tant que telle. Et à partir de là, on est forcément à la merci de ses humeurs et de ce qu'il peut en faire, soit en politique extérieure, tu l'as rappelé avec l'Iran, mais aussi avec le Canada et le Mexique, et on pourra éventuellement revenir sur la préparation, mais c'est quelque chose qui a beaucoup joué, ou à l'intérieur, effectivement, comme caisse de résonance en fait de sa politique plus largement, et notamment, tu l'as mentionné aussi, sur la politique migratoire, bien sûr. Tristan, comment tu te projettes toi dans cette Coupe du Monde? Comment tu projettes l'attitude de Donald Trump? C'est vrai que moi, quand on regarde comme ça et quand j'écoute l'analyse de Claire, ça peut presque faire penser à l'attitude d'un dictateur classique. On pourrait rappeler Jorge Videla à l'époque de la Coupe du Monde en Argentine 78, ou même Franco à l'époque de la Coupe du Monde, enfin à l'époque du Real Madrid, pardon. Alors que pourtant, même lui, le foot, c'était pas trop sa tasse de thé de ce qu'on dit. Et pourtant, bah voilà. Euh, Est-ce que tu vois quelque chose de cet ordre-là, toi en fait, c'est juste une vitrine médiatique pour Trump et pour faire passer son agenda politique avant tout. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que Claire disait, c'est-à-dire que moi, je pense pas qu'il va s'impliquer trop dans cette Coupe du Monde.
mais qu'il politisera tous les événements autour de cet événement. C'est-à-dire que s'il y a des débordements, s'il y a des problèmes, même tu vois, dans des fan zones, dans des villes démocrates par exemple, ça pourrait bien évidemment lui servir pendant la Coupe du Monde et il essaiera de politiser des événements en montrant, regardez, c'est toujours dans les villes démocrates qu'il se passe quelque chose. Bon, là, on voit qu'il y a des problèmes autour des visas. On voit que les joueurs iraniens ont du mal à avoir leur visa pour venir à Los Angeles. On voit que tout ça aussi s'ajoute. Tu sais, il faut toujours rappeler que la Coupe du Monde, bien évidemment, on dit qu'elle a lieu à New York. Mais en fait, en réalité, elle a lieu dans le New Jersey. C'est là que le MetLife Stadium est localisé. Tout à fait. Dans le New Jersey, en ce moment, on a un grand problème à Delaney Park où on a une prison d'ICE, un centre de rétention d'ICE, où en ce moment, tu as beaucoup de manifestants qui sont devant et qui manifestent contre le fait que non seulement il y ait une facilité d'ICE qui soit dans le New Jersey, mais qui aussi parce qu'il y a des gens qui sont détenus de manière totalement illégale. Euh, donc tu vois, tout ça, ça arrive à 5 km du stade. On est avec une gouverneure dans le New Jersey, une gouverneure démocrate plutôt centriste, qui est pas très agressive envers Trump. Donc tu vois, tout ça, ça pourrait jouer. Puis surtout, moi, ce dont j'ai un peu peur, c'est quand même que cette Coupe du Monde, elle mette euh, euh, la lumière sur des problèmes d'infrastructure, tu vois, aux Ouais. États-Unis. C'est quand même incroyable, tu sais, mais donc pour venir de New York jusque dans le New Jersey, il faut prendre un train de type RER ici à New York et les trains sont pas du tout, c'est des vieux trains, quoi, ça marche pas très bien. Et pour dissuader les gens de prendre ce train, ils ont fait monter les tarifs jusque $100 le ticket. Ouais. Donc juste de New York, tu vois, déjà pour te déplacer et aller à ces compétitions, ça va être un énorme problème. Et je crois qu'il va y avoir encore plus de problèmes dans les autres villes. On est dans un pays où, il faut bien le dire, les infrastructures ne fonctionnent pas très bien, sont un peu limitées, et ça va être quand même un problème. Et ça va mettre, je pense, que ça va mettre en valeur, ça va mettre en lumière ces problèmes qui montrent que les États-Unis sont pas vraiment un pays qui, je pense, est totalement prêt pour ce genre de compétition. Ouais, c'est marrant ce que tu me dis parce que en fait, ça me permet de réorienter la façon dont je voulais poser ma question suivante. En fait, je vais même les fusionner. Claire, si on parle de relations politico-sportives, on a vu par exemple que, par exemple, dès l'été dernier, qu'il y avait une petite idylle qui était en train de s'installer entre, par exemple, Gianni Infantino, le patron de la FIFA, et Donald Trump. On ne peut pas ne pas se rappeler du coup le FIFA Gate qui incluait un scandale de corruption sur les droits TV entre la FIFA et la Fox. Le département de la justice américain d'ailleurs a demandé l'abandon des charges. Hein, donc, bordel ou non, il faut que cette Coupe du Monde soit une vitrine pour Donald Trump, mais comme le dit Tristan, entre ICE, les mouvements sociaux contre ICE et Trump, et toutes ces histoires, est-ce que cette vitrine ne va pas finir par simplement révéler à quel point les États-Unis sont une catastrophe en ce moment? Ça peut faire effet miroir grossissant, ou alors ça peut passer à travers les mailles du filet parce qu'il y aura cette magnifique Coupe du Monde qui va se tenir. C'est Mm. un peu l'histoire qui parle aussi pour nous là-dessus. C'est par exemple, tu parlais de l'Argentine tout à l'heure avec Videla. Eh bien, il y avait un focus qui avait été fait sur les disparus, notamment liés à la dictature, le fait qu'il y avait eu une menace de boycott, ce qui avait commencé à être un petit peu le cas à un moment donné par rapport à la Coupe du Monde de Donald Trump. Et je dis de Donald Trump à dessein. Et finalement, ça n'a pas eu lieu. Ouais. Donc, oui, on va voir bien sûr
tous les problèmes avec la politique migratoire, et ça avait été le cas d'ailleurs, encore une fois, l'année dernière, pas plus tard que l'année dernière, avec des cas comme ce père de famille qui était en procédure de demande d'asile et qui finalement avait été arrêté par ICE lors de je ne sais plus quel match, justement, de la Coupe du Monde des clubs, et qui avait été renvoyé dans son pays, ce qui avait fait effectivement scandale aux États-Unis. Donc il y a peut-être des cas comme ça qui vont mettre en lumière les dysfonctionnements de la politique et aussi éventuellement, comme le dit Tristan, des infrastructures du pays. Mais globalement, la Coupe du Monde, c'est souvent, que ce soit aux États-Unis ou au Qatar, avec des comités d'organisation et donc la FIFA derrière qui met une telle pression sur ces comités d'organisation locaux, où tout se passe au cordeau, dans des mouchoirs de poche aussi. C'est-à-dire que chaque ville est différente, bien entendu, chaque ville est haute. Et donc, l'organisation, elle est effectivement pas à la seule main des États-Unis, il faut le rappeler, mais bien au comité d'organisation qui s'installe du coup de manière temporaire sur le territoire et qui a quand même une grande latitude souvent pour organiser cet événement. Ouais. Alors, mais quand même, est-ce que justement, tu dis ça peut pas, tous ces problèmes-là peuvent passer entre les mailles du filet, mais quand même, j'ai l'impression que, y compris sur le terrain sportif, les problèmes politiques sont extrêmement polarisés et extrêmement exacerbés, même aux États-Unis. Parce que par exemple, il y a 2 semaines, on a vu ce tollé médiatique provoqué par le quarterback des New York Giants, Jackson Dart, parce qu'il a participé à un rallye et il a introduit Trump sur la scène. Et puis évidemment, après, derrière, s'en est suivi des petites enquêtes où des posts Instagram ont été révélés où il faisait l'apologie des thèses les plus radicales du clan MAGA, que ce soit sur le LGBT, sur l'immigration, etc. Et je veux dire, même les joueurs, certains de ses coéquipiers ont pris position, notamment Abdul Carter, qui est un anti-Trump et tout. J'ai du mal à voir quand on voit l'ampleur que ça prend, là c'est une Coupe du Monde, c'est mondialement, j'ai du mal à voir les choses comme ça passer à ce point-là entre les mailles du filet. Claire, est-ce que tu... En fait, c'est une caisse de résonance, le sport, mais c'est totalement représentatif des autres secteurs, en fait. Et le sport n'échappe pas, du coup, au reste des secteurs de l'économie ou sociaux. Et justement, tu as raison de le pointer. Donc là, on va le voir, puisque c'est une caisse de résonance, pour moi, en tout cas, selon l'analyse que j'en fais, beaucoup plus large au niveau de l'instrument politique que cela représente pour Donald Trump. Encore une fois, on parlait de sa politique migratoire. Aujourd'hui, en fait, il a bloqué l'accès à un certain nombre de pays. Il y en a 19 qui ont des travel bans successifs, dont certains pays concourent à la Coupe du Monde. On peut penser au Cap-Vert ou à Haïti. Donc, il a aussi créé en fait des exceptions ensuite. C'est-à-dire que, OK, on va lever et on va suspendre ces travel bans, mais à la place, on va leur faire payer une caution extrêmement chère, sous en plus la vérification d'avoir un billet officiel, etc. Donc en fait, on crée un système quasi exceptionnel pour la Coupe du Monde, pour l'immigration en gros légale, puisqu'il y a une grosse confusion qui est faite entre immigration légale et illégale ici, justement à dessein, encore une fois, pour montrer, OK, vous pouvez venir dans le pays sur normalement des visas touristiques à la base, donc on ne parle même pas d'immigration en tant que telle. Mais justement, c'est vraiment très entretenu dans le discours. Et donc, ce régime d'exception, pour en revenir à mon point, va venir en fait légitimer le système et la politique migratoire qui est durcie et donc de plus en plus reflète un pays fermé aux étrangers. Et donc, le sport, là-dessus, va en fait être un outil qui va permettre de légitimer une politique bien plus large et donc être la caisse de résonance. Je prends l'exemple de la politique migratoire, mais on peut aussi parler de tout ce qui se passe sur le genre et donc, effectivement, sur les tests, par exemple, de féminité pour certaines athlètes, ce que le CIO a repris également à son compte, etc. Donc, bien sûr que ça vient totalement soutenir le discours de Donald Trump sur la politique féminin, masculin, anti-woke, etc., dont on a déjà parlé ici, en interne. Donc, bien sûr qu'en fait, il ne faut pas minimiser les conséquences que ça peut avoir. Néanmoins, en termes d'intérêt pour les étrangers et la presse, souvent, la Coupe du Monde a quand même un effet, justement, miroir. Là, c'est un peu comme le soleil, ça reflète, mais hop, on ne sait pas où ça part. Je vois bien. Mais c'est vrai que Tristan, toi, en tant qu'historien, pour reprendre un petit peu le fait que Trump investit énormément le sport, c'est vrai, tu l'as rappelé tout à l'heure, il est devenu le premier président en exercice à assister à un Super Bowl. C'était pas celui de cette année, mais celui de l'année dernière entre les Philadelphia Eagles et les Kansas City Chiefs.
Donc c'était en février 2025. Il va organiser lui-même une rencontre d'UFC à la Maison Blanche pour son 80e anniversaire. Et vous vous souvenez, on en a parlé sur ce plateau même, il y avait aussi les Patriot Games, Tout à fait. genre de Hunger Games sauce Trump. C'était l'automne dernier, on a discuté ensemble ici, sur ce plateau. Euh, c'est inédit, c'est vraiment si inédit que ça aux États-Unis, un président qui investit comme ça la scène sportive. Ouais, oui, oui, et pas que la scène sportive, c'est-à-dire les présidents en fait aux États-Unis sont en général se tiennent assez loin de ces compétitions sportives, mais aussi des compétitions culturelles, aussi tu sais, c'est très très rare de voir aux États-Unis, par exemple, quand un grand artiste meurt, de voir le président dire bien il va nous manquer ou c'était un grand artiste, etc. En général, la politique américaine est assez éloigné ou en tout cas déconnecté des grands événements sportifs, des grands événements culturels, des grands événements sociaux du pays. Et donc le fait que Donald Trump prenne avantage de cela, finalement ça va aussi avec son style. C'est quelqu'un qui, on l'a dit plein de fois dans cette émission, qui adore le spectacle et les compétitions sportives, bah, c'est aussi du spectacle. Et donc là, il s'investit non seulement, bien évidemment, dans la World Cup, mais aussi il va être présent, je crois, au match des Knicks, la finale de basketball. Il voulait faire voilà, tout un show qui s'est assez mal terminé, je crois, pour l'anniversaire des 250 ans, où il avait toute une liste d'artistes qui devaient se produire, puis ils ont tous annulé les uns après les autres. Donc voilà, c'est quand même un président du spectacle Hmm. et qui essaie de prendre avantage de cela. Bon, souvent, il faut voir quand même que ça se retourne contre lui, hein. Ouais. Ben, il n'y a pas que Donald Trump qui utilise le sport comme élément de communication. C'est Zoran Mamdani et l'aile gauche du Parti démocrate aussi, hein. Là, ils ont axé un petit peu leur récente communication sur le mondial et aussi sur les finales NBA entre les Knicks et les Spurs. Dans quelle optique, Tristan? Je commence par toi sur ce deuxième sujet. Oui, bah, c'est exactement ce dont Claire parlait juste avant, c'est-à-dire qu'ils essayent de faire la publicité de leur politique à travers un événement sportif. Alors pour Mamdani, c'est très clair, c'est sur le social. Comment faire en sorte que la ville de New York eh bien, donne des opportunités égales à tout le monde pour avoir accès à cette compétition sportive. Alors, tu sais que les prix sont très très chers pour aller à cette compétition, les tickets sont très très chers. Et donc ce que Zoran Mamdani fait, il fait plein de choses pour faire en sorte que tout le monde puisse participer à moindre coût. Alors tu vois, tu auras des fan zones un peu partout dans New York. Tu as une liste de restaurants à peu près aussi là partout dans New York qui vont qui vont retransmettre les matchs sur des grands écrans et puis qui vont offrir des repas à moindre coût. Tu as des moyens de transport aussi qui vont être des navettes qui vont être mises à disposition des plus jeunes. Il va y avoir des tickets aussi qui seront à disposition des plus jeunes qui n'ont pas les moyens d'aller à cette compétition. Donc voilà, c'est comment mettre en valeur donc une politique sociale, puisque c'est le grand motto de Mamdani, et montrer qu'il utilise cet événement pour mettre en valeur sa politique à New York. Et puis surtout, donc là, à New York, on est quand même dans un moment de grande ferveur sportive, puisque non seulement tu as la World Cup, mais tu as surtout les finales de la NBA. Et il se trouve que l'équipe de New York est en finale, les Knicks. Et donc tout le monde regarde ces finales tous les soirs. Là, vraiment, toute la ville est aux couleurs des Knicks. Et ce qui s'est passé le premier jour, donc c'était lundi soir, Zoran Mamdani a acheté un encart publicitaire
pendant le match, où il a présenté tous les candidats qu'il a soutenus, qu'il soutient pendant les primaires du Parti démocrate à New York. Et ça, tu vois, c'était quand même, là pour le coup, c'était vraiment historique, Ouais. parce qu'il y a encore quelques semaines, tu sais, c'était des petits candidats qui faisaient du porte-à-porte à New York que personne connaissait vraiment. Et là, tout d'un coup, on parle de socialisme à une heure de grande écoute aux États-Unis. Bon, ça, c'est vraiment du jamais vu. Puis, si tu veux, les messages étaient incroyables. Et c'est comme d'habitude, c'est avec la communication de Zoran Mandani, c'est on s'inscrit dans un moment qui est très populaire, dans un moment qui est très new-yorkais. Donc là, ils étaient, tu vois, dans la publicité, ils étaient sur un terrain de basketball. Les trois candidats se sont présentés avec, si tu veux, trois mesures. Et il y a quand même quelque chose d'incroyable de voir dans un grand moment comme ça, où il y a beaucoup d'audimat, une candidate qui dit il faut complètement abolir ICE, il faut faire en sorte que les millionnaires soient hors de la politique. Moi, je vais me battre pour le fait que vous puissiez avoir plus de pouvoir d'achat, etc. Bon, tu vois, c'était des mesures vraiment, rien que de dire abolir ICE à la télévision un soir de grande écoute, c'est incroyable. Et c'est une publicité, tu vois, qui est passée, voilà, et qui a rencontré un certain succès. Donc, c'est aussi, voilà, il arrive, Zoran Mamdani, à politiser cet événement, mais à en faire un truc, quelque chose qui donne envie d'aller voter, Ouais. et qui donne envie d'aller voter pour un message qui est vraiment bien défini et qui est vraiment un message de gauche. Pour toi, Claire, coup de com génial ou bon, on peut pas non plus décorréler cette campagne de pub, enfin cet achat d'espace publicitaire au midterms aussi, hein. Donc Bien sûr. comme Tristan le rappelle, il a montré aussi les autres candidats dans l'État de New York. Il y a aussi, j'imagine, l'espoir de toucher un public, enfin un électorat jeune, racisé et progressiste. Comment tu as vu, toi, comment tu analyses ce coup de communication? Mais de la même façon, pour le coup, que Tristan, en plein de points, et je parlais de politique migratoire tout à l'heure, mais il a aussi créé ce pass, là, ce NYC Neighborhood Pass, donc du coup avec des passeports, avec des timbres créés par des artistes issus de l'immigration pour représenter du coup différents quartiers dans lesquels il va y avoir justement les grosses communautés des pays, les grosses communautés immigrées du coup des pays qui vont jouer la Coupe du Monde. Donc avec Astoria, et c'est ça qui est extraordinaire chez Zoran Mandani, c'est qu'il arrive souvent, les politiques sont dépassés par le temps, ils n'ont pas le temps de réagir et finalement c'est un peu fait à minima. Non, lui, il a pris le temps d'y penser en amont et donc il a mis sa politique à 3 semaines, un mois avant le lancement de la Coupe du Monde et donc il donne une image très positive de l'immigration là et surtout il dit moi je vais quand même financer aussi un plan de reprise des infrastructures et de réhabilitation à New York. Alors à voir comment le plan va être déroulé, mais c'est hyper intéressant aussi parce qu'il est sur le positionnement de l'héritage de la Coupe du Monde. Ouais. Une Coupe du Monde où, en fait, même la Russie en parlait un peu de cet héritage. Même le Qatar a réussi à donner une vision post-Coupe du Monde de ce qui allait se passer dans leur pays. C'était pour justement développer le haut niveau, la place du Qatar sur la scène internationale et les investissements du Qatar aussi dans des clubs, au premier rang desquels le PSG bien entendu. Alors qu'aux États-Unis, ça fait quand même maintenant plusieurs années même qu'on parle de cette Coupe du Monde et il n'y a que l'argent qui compte. Ouais. C'est impressionnant. Enfin, là, on en a évidemment reparlé avec les pauses fraîcheurs. Encore une fois, c'est des pauses publicité. Ce ne sont pas des pauses fraîcheurs. Sinon, on les aurait faites aussi au Qatar. Oui, en c'est des l'occurrence. cartons déguisés en fait. Voilà. Donc, exactement. Et en fait, c'est parce que ça va générer, mais ils donnent des chiffres colossaux. Ils sont parfois sur du 4 milliards de dollars seulement pour des encarts. Enfin, je veux dire, en totalité. On est sur des montants astronomiques. Ouais. Et encore une fois, et c'est aussi pour ça qu'on joue à 48 équipes. C'est en fait une volonté de la FIFA, certes pour D'avoir soi-disant. plus d'espace publicitaire. Exactement, plus et de c'est rendement. soi-disant une politique très inclusive, mais c'est en tout cas aussi une politique très lucrative. Ouais, et ça, je crois business qu'il avant tout, faut. quoi. C'est le business avant tout, et je crois qu'il faut le rappeler parce que en 94, pour juste faire ce point d'histoire, la Coupe du Monde avait lieu aux États-Unis et c'était très clairement un projet d'héritage pour développer le soccer aux États-Unis. C'était soutenu par Kissinger notamment, et il y avait eu tout un programme, et c'est là où on avait créé la ligue justement de football aux États-Unis. L'actuelle MLS, la Major Exactement. League Soccer.
Exactement, qui est, et il faut le rappeler, toute petite par rapport à la NBA, par rapport à la NFL. C'est pas du tout un sport, surtout masculin, ce n'est pas un sport masculin aux États-Unis, Ouais, ouais. le soccer, alors que l'équipe féminine est la meilleure du monde. Donc c'est aussi pour ça que Trump n'est pas hyper intéressé par le foot de base. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que Mamdani, effectivement, il en fait, et c'est exactement ce que disait Tristan, un outil politique pour lui, mais un vrai outil, c'est-à-dire que lui aussi a mis des politiques publiques en place, en l'occurrence, contre ce mur d'argent qu'on voit vraiment se déverser aux États-Unis sur la Coupe du Monde. Là. Moi, ce que je trouve aussi très intéressant en écoutant vos deux réponses, c'est que j'ai l'impression que Zoran Mamdani, après on va revenir plus en détail sur Je te coupe, mais ça est aussi un Ouais. peu à Boston actuellement. Ouais. Enfin, il y a plusieurs villes qui mettent aussi des politiques inclusives pour le développement de cette Coupe du Monde. D'accord. Ok. Et donc, pour Zoran Mamdani, ce qui est intéressant, c'est que, bon, c'est vrai que Tristan, tu avais une fois, quand on avait parlé de son élection à New York, rappelé que son statut civil n'allait pas lui permettre, par exemple, de se présenter à l'élection présidentielle américaine. Mais quand même, il se pose en leader de cette new gen démocrate, cette aile gauche démocrate, cette aile socialiste démocrate. Enfin, moi, c'est un peu la sensation qu'il donne. Il se pose en leader, en fer de lance de cette nouvelle vague socialiste du Parti démocrate. Là, pour le coup, je vous pose la question un peu à tous les deux, en commençant par toi, Tristan. Est-ce que tu penses que c'est un peu l'ambition, ce qu'il affiche? Ouais, alors tu sais, on me demandait, donc moi j'écris tout un livre sur Zoran Mamdani et sur la victoire à New York, et on me demandait souvent dans les interviews ce qui me dérangeait chez Zoran Mamdani, quels étaient les points faibles. Et moi je disais souvent, c'est quelqu'un qui s'intéresse pas beaucoup à la politique nationale. C'est vrai qu'il n'est pas vraiment rentré en conflit avec la politique nationale et en conflit avec le Parti démocrate. Bon, ben ça a complètement changé dans les 2 dernières semaines. C'est-à-dire que dans les 2 dernières semaines, il y est allé vraiment très franco, en soutenant des candidats. Alors, il reste bien sûr à New York, en soutenant des candidats à New York, mais des candidats qui s'opposent très frontalement à des grandes figures du Parti démocrate installées, des figures centristes qui sont là depuis des années. Et lui, bon, bah, il y va franco aussi, hein. Il présente ses candidats en prime time. Il fait des publicités comme on en a parlé juste avant avec les Knicks pendant le match des Knicks. Donc oui, c'est quelqu'un qui est un peu le leader de cette nouvelle gauche. C'est vraiment la victoire la plus visible de la gauche du Parti démocrate depuis des années. Il a accès aux médias, il utilise les médias comme un outil politique. Et moi, je vais te dire, le fait que il ne pourra jamais se présenter à l'élection présidentielle, ça c'est une force pour lui. C'est-à-dire qu'il restera, bon, il pourra faire député ou représentant ou sénateur, etc. Mais pour l'instant, on sait qu'il n'a aucune ambition nationale et donc lui, il reste dans sa ligne, c'est-à-dire une ligne locale, et il essaye d'avoir un impact sur le national en soutenant eh bien, les candidats qui sont proches de lui dans sa municipalité. Donc c'est quelqu'un, je crois, qui a été beaucoup sous-estimé politiquement et stratégiquement. Moi-même, hein, je l'ai sous-estimé, hein. Et là, on se rend compte que c'est quelqu'un qui a 3, 4 coups d'avance sur des grandes figures du Parti démocrate, qui avance de manière très stratégique. Je sais qu'on va en parler après, mais rien que le soutien, tu vois, qu'il a donné à cette nouvelle candidate Daria-Lisa Avila-Chevalier, Mmh. c'est arrivé il y a une semaine, là, juste avant la World Cup. C'est un tremblement de terre hein, dans le parti démocrate, tu vois. Donc, il y va doucement. Au début, c'était pas du tout conflictuel et ça reste en fait ça reste assez soft. Hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout dans l'invective, il n'est pas du tout dans l'insulte, il est pas, mais il fait de la politique et ça commence vraiment à se voir à un niveau national. Ouais, c'est vrai, Claire, je te pose la même question qu'à Tristan. Il aurait tort de se priver de cette influence parce que sur l'échelle nationale, il peut pas se présenter comme on disait, mais sa campagne a eu un tel succès, même à l'international, sa communication a un tel succès, même à l'international. Je veux dire, en France, on entend parler de lui. Je veux dire, Robert Giuliani, par exemple, on le connaissait pas autant, aussi bien en France. Par contre, Zoran Mamdani, sur sa seule campagne, on a entendu parler en France. C'est quand même assez inédit pour une élection municipale américaine.
Je crois qu'il y a plusieurs choses dans ce que vient de dire Tristan, et la dernière notamment, je suis totalement d'accord avec ça, il est jamais en conflit, il présente toujours en promotion d'eux. On vient d'en parler sur la Coupe du Monde, il dit pas justement qu'il est en conflit à Donald Trump ou qu'il est en conflit avec la FIFA. Il a dénoncé les prix, bien entendu, mais du coup, il a porté un programme justement pour acheter des places, etc. Toujours dans une logique en fait positive de alors attendez, ok, c'est ça le cadre qu'on nous donne, finalement, moi, je vais porter politiquement quelque chose. Et c'est du coup assez vertueux parce que il le présente, et c'est bête, mais ça compte, avec le sourire, avec une certaine forme de positivité dont il a fait sa marque également. Et du coup, on a envie de l'écouter, c'est assez porteur. Et je crois qu'il y a aussi quelque chose de plus structuré, et ça aussi, Tristan le disait, c'est que c'est effectivement, on découvre quelqu'un d'extrêmement organisé, en fait. Ouais. Et il est organisé aussi parce que DSA derrière est organisé. Et j'aimerais bien connaître justement l'état des discussions qu'il peut avoir avec un Bernie Sanders aujourd'hui, qui l'accompagne forcément d'une façon ou d'une autre dans le développement de sa carrure, on va dire, de maire à New York, mais pas seulement de maire, mais justement de membres éminents de DSA finalement. Et donc d'exemples à donner pour les autres, puisque évidemment, il n'est que maire à l'échelle des États-Unis, mais il est maire de New York. Ouais, et donc à partir de là, est représentative comme on l'avait dit, d'un laboratoire progressiste extrêmement important aussi justement pour la gauche aux États-Unis. Et donc, par rapport à d'autres, il a cet effet d'entraînement qu'il est en train, justement, et Tristan le décrit, donc je vais vraiment pas revenir dessus, je le connais en plus moins bien que lui, mais de manière extrêmement intéressante et surtout organisée. Et c'est ça qui est passionnant sur ce qu'il va devenir. Et je crois qu'on est vraiment au début, en fait, de quelque chose et de quelqu'un qui peut avoir une grande résonance en organisation de DSA et plus largement du bloc de gauche, notamment à la faveur d'une candidature éventuelle d'une Ocasio-Cortez. En fait, ce qui est quand même intéressant, justement, c'est que là, le fer de lance qu'il incarne pour cette nouvelle vague, et puis justement, en plus, elle est justifiée par des réussites politiques. Il a réussi à rééquilibrer les comptes de la ville de New York en un temps record, malgré une politique d'investissement public, là où tout le monde dit oui, mais si vous faites de l'investissement public, la dette, lui, je fais de l'investissement public et en plus, je rééquilibre les comptes en même temps. Donc voilà. Donc déjà, effectivement, ça permet aux autres peut-être d'avoir le vent en poupe, d'avancer un programme et de dire nous, on va faire le même programme et donc on va avoir la même réussite. Pour l'opinion, c'est super. Et donc, effectivement, ça me fait la transition sur le troisième et dernier sujet. C'est telle gauche du Parti démocrate qui, il y a des noms qui continuent de sortir. Et tu en as cité un tout à l'heure, c'est Daria-Lisa Avila-Chevalier, qui pourtant, en plus, la semaine dernière, s'est fait outer un peu des vieux postes RS dans lequel elle prenait l'abolition de la police, la confiscation des biens privés. On se doute que c'est peut-être un petit peu l'établissement démocrate qui est derrière. On sait qu'ils sont très actifs. Enfin, en tout cas, dans les offs qu'on peut lire ça et là, ils ont l'air actifs en tout cas pour essayer de freiner cette avancée de son aile gauche. Comment dire, est-ce que là, on arrive à un tournant qui peut-être commence à être décisif à l'arrivée des midterms Je commence par toi, Claire. Oui, c'est-à-dire qu'on a toute une génération qui arrive, qui se positionne, et forcément, on a de la polarisation au sein même du Parti démocrate, et on le sait, ce Parti démocrate, c'est pas un parti vraiment politique au sens où nous on l'entend au niveau européen. C'est une grande coalition du bipartisme, on en a déjà parlé ici, mais donc il y a une grande coalition de personnes dans ce parti qui n'ont pas forcément de choses en commun entre vraiment le centre et l'extrême gauche. Donc c'est difficile. On a des grands donateurs, on a des entreprises, on a des syndicats. Enfin voilà, il y a quand même énormément de personnes et donc d'organisations très différentes au sein même de ce parti. Et là, je crois que forcément, quand on perd et quand on perd surtout face à des structures comme celle de Donald Trump, ça remet toujours en question. Et je crois que c'est au-delà du Parti démocrate aux États-Unis, on sait ce que c'est que la social-démocratie aujourd'hui et l'ensemble des questionnements qui peuvent se poser par rapport à la réorganisation à l'intérieur même de ces partis. Et c'est tellement gros, justement, aux États-Unis que la frange, et on parlait que de DSA la dernière fois, mais forcément, historiquement, et notamment avec les dernières candidatures de Bernie Sanders, c'est de plus en plus organisé, à ramasser aussi
aussi des fonds de manière très différente. Et donc, c'est là où on voit des lignes de fracture apparaître aussi. C'est depuis le financement, et j'en parlais la semaine dernière. Mais c'est évidemment le cœur du sujet et une des différences qui est mise aussi en avant par ces candidats. Et derrière les financements, on a évidemment la dépendance à toute une sphère d'influence. Ouais. Alors aujourd'hui, l'establishment qui attaque ces candidats, justement, ce qu'ils disent, c'est bah oui, vous êtes finalement dépendant d'organisations militantes, d'ONG, etc., qui financent vos campagnes. Mais oui, mais alors vous, forcément, vous êtes dépendant d'organisations qui disent ne pas faire de la politique. Nous, on est finalement dépendant d'organisations qui disent faire de la politique. Et on l'assume. Et on l'assume parce que finalement, on retrouve, et ça, Tristan est beaucoup plus précis que moi sur ces choses-là, donc s'il en est d'accord, je le laisserai faire. Mais par exemple, quand il expliquait la dernière fois aussi très bien la ligne de fracture qui était devenue le pour ou contre Palestine, et ben moi je crois sincèrement que le financement, même si par exemple des Claire Valdez c'était un peu fait avoir parce qu'elle avait justement accepté aussi des financements des super PAC après l'avoir dénoncé, finalement elle était là, bah oui, mes principes de réalité, justement, si je veux prôner mes idées, eh ben, il a fallu que j'accepte ce financement-là. Bon, on peut en reparler, l'argumentation était un peu trébuchante, mais c'est quand même assez intéressant parce que je trouve que le financement, on le savait déjà, mais là devient vraiment, au sein du Parti démocrate, une ligne de fracture avec Citizens United, on peut éventuellement y revenir, mais avec la loi qui rend vraiment palpable la différence entre un candidat maintenant d'ISA ou affilié, on va dire, et de l'establishment plus central du Parti démocrate. Ouais. Tristan, toi, pour finir, je vais finir avec toi. Est-ce que tu partages l'analyse de Claire et surtout l'entreprise de l'establishment démocrate pour freiner un petit peu cette aile gauche, comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'à bout d'un moment, en voyant qu'elle continue de monter, ils vont pas être obligés de s'arrêter? Parce qu'au bout d'un moment, les élections, il faut bien les gagner. Donc, est-ce qu'ils vont être obligés de laisser la main à ceux qui ont simplement plus de chances de gagner, se rendant à l'évidence? Ou alors, est-ce que tout simplement, est-ce qu'il peut y avoir tout simplement une prise de pouvoir de cette aile gauche au sein du Parti démocrate? Ouais, mais c'est une vraie fracture politique, hein. Tu sais, dans le Parti démocrate, on parlait juste avant d'Arializa Avila-Chevalier. Donc, d'Arializa Avila-Chevalier, elle se présente contre Adriano España. Adriano España, c'est un des représentants les plus célèbres, les plus influents du Parti démocrate. Et comme tu le dis, pour Avila-Chevalier, on a vu qu'elle avait fait des tweets un peu scandaleux durant sa jeunesse. Alors, elle avait dit Joe Biden est un criminel de guerre. Elle avait dit F Kamala Harris. Elle avait dit qu'il fallait defund the police. Elle Bon, avait c'est dit pas si que scandaleux, ça. ouais, mais c'est-à-dire que c'est perçu comme scandaleux par l'aile droite du Parti démocrate, tu vois. Et justement, tu fais bien de le dire, tu vois. En effet, c'est pas du tout scandaleux pour une grande et une majeure partie de son électorat qui est en accord avec ça. Et donc, si tu veux, c'est à double tranchant. Si le Parti démocrate, en fait, sort ces histoires en pensant que ça va nuire à ces candidats qui émergent à la gauche du parti, que ça les aide. Parce qu'en fait, tu vois, tu te rends compte que ces candidats-là, ils pensent exactement comme toi, c'est-à-dire ils sont en accord sur pratiquement tous les sujets. Donc, il faut pas sous-estimer voilà l'émergence de cette aile gauche. Il faut pas sous-estimer, bien évidemment, comme le disait Claire aussi, le poids des lobbies, le poids des milliardaires qui donnent de l'argent au Parti démocrate. Bien évidemment, hein, il faut gagner des élections. Mais tu sais, les démocrates, ils sont toujours très très bons pour gagner des élections. Hein, puis ils savent gagner des élections. Ils savent faire des grandes promesses. Tu sais, je te rappelle quand même que Joe Biden avait fait des promesses incroyables hein, pendant sa campagne. Il avait même absorbé une grande partie hein, du parti de du programme de Bernie Sanders. Puis arrivé au pouvoir. Ils font exactement le contraire de ce qu'ils avaient dit. Et puis ça amène l'extrême droite encore plus fort 2 ou 3 ans plus tard. Donc, est-ce qu'ils vont se réveiller là? Est-ce qu'ils vont absorber vraiment ce programme et vraiment le mettre en œuvre? Rien n'est moins sûr. En tout cas, ce que tout le monde sait, c'est que c'est ce que l'électorat veut. C'est ce dont le pays a besoin. Mais les démocrates ont tellement déçu dans les 20 dernières années que voilà, rien n'est moins sûr. En tout cas, c'est une des réponses qui va être apportée là dans les primaires et puis dans les midterms qui vont arriver en novembre.
Ok, et bah, on verra ça en septembre, hein. Ça va être passionnant ces midterms avec tous jeudi à chaque fin d'émission, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on en parle beaucoup, hein, de cette, je vais appeler ça maintenant la New Gen démocrate, parce que c'est vrai qu'ils sont tellement jeunes en plus, que c'est vrai qu'on a l'impression on a le sentiment qu'il y a un vrai renouvellement politique, et qui peut-être peut apporter un second souffle au Parti démocrate et apporter aussi en 2026, non 2028, une vraie confrontation, j'ai envie de dire, front contre front entre le camp MAGA et cette aile gauche qui, on l'espère, aura mûri d'ici là. Merci beaucoup, Claire Rabès. Merci. Merci beaucoup, Tristan. Merci à vous deux. Merci Merci. beaucoup pour cette passionnante discussion. Et vous l'aurez compris, cette émission, ce numéro du côté de chez Sam est terminé. Pour aujourd'hui, avant de rendre l'antenne, j'ai quelque chose de très important à vous dire. On a quelque chose de très important à vous dire. L'avenir du média est en jeu. Je le sais, on le rabâche. Des fois, c'est chiant un peu les laïus de communication comme ça, mais on a impérativement besoin d'avoir 10 000 donateurs mensuels, nouveaux donateurs mensuels, d'ici le 31 juillet. Et pour que cette campagne soit un succès, d'ici le 14 juin prochain, il faudrait qu'on atteigne le palier de survie de 3 000 donateurs mensuels. Sachez par ailleurs que ces dons mensuels, hein, sont défiscalisables, tout comme les dons ponctuels classiques. Donc, permettez au premier média indé de France de survivre, d'exister tout simplement. Alors, rendez-vous sur surdicap.lemediatv.fr. On compte sur vous. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre fidélité et pour votre attention. Et je vous dis à très vite pour un nouveau numéro, dans 2 semaines. Pour un nouveau numéro du côté de chez Sam.